Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Nous prenons tout de suite la direction de l'Élysée où le Premier ministre Manuel Valls va annoncer ses nouvelles mesures antiterroristes. On l'écoute en direct. Été emporté par la barbarie. Ce choc terrible que nous avons subi a rappelé l'intensité de la menace qui pèse sur notre pays et qui reste aujourd'hui d'un niveau très élevé. Nous devons cette vérité aux Français. Face à des individus déterminés, à des groupes et des filières structurées, le risque zéro n'existe pas. Mais notre devoir est d'agir, et avec la plus grande détermination. Nous devons prendre toutes les mesures qui s'imposent. C'est ce que nous venons de faire sous l'autorité du Président de la République, en sachant bien que l'action contre le terrorisme, le djihadisme, l'islamisme radical sera une lutte de longue haleine. Elle doit s'accompagner, elle s'accompagne déjà de notre action diplomatique conduite par Laurent Fabius. Face à la menace, des militaires, des gendarmes, des policiers sont mobilisés depuis 10 jours partout sur le territoire dans le cadre du plan Vigipirate. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a sollicité les renforts de 10 500 soldats. C'est sans précédent. En tout, ce sont 122 000 personnels, policiers, gendarmes, militaires, qui assurent la protection permanente des points sensibles, synagogues, institutions et écoles juives, mosquées et établissements scolaires musulmans, et de l'espace public. Lutter contre le terrorisme implique donc de la détermination, de la persévérance, de la cohérence dans l'action. Au cours de ces 3 dernières années, en tirant les enseignements des tragédies de Montauban et de Toulouse, des mesures importantes ont déjà été prises. Nous avons d'abord mis un terme à l'hémorragie dans les effectifs des forces de sécurité. De même, l'ensemble des budgets des ministères, Intérieur et Justice, ou des services, DGSE, contribuant à la lutte contre le terrorisme, ont été préservés ou augmentés. La réforme et le renforcement du renseignement intérieur ont été lancés dès 2012 sur la base des travaux parlementaires et conduits par étapes progressives. D'abord par la création de bureaux de liaison, effective en février 2013, afin de garantir le décloisonnement de l'analyse et le partage des flux d'informations entre tous les services de police et de gendarmerie qui contribuent au renseignement. Ensuite, nous avons procédé à la réforme de la filière du renseignement intérieur, avec la création d'une direction générale de plein exercice et un plan de renforcement et de diversification des compétences. Analystes, linguistes, traducteurs, ingénieurs, juristes. 432 recrutements spécialisés ont été décidés sur 5 ans. À ce jour, 130 sont effectifs. Une centaine supplémentaires est prévue pour 2015. Enfin, nous avons mis en œuvre la refonte du renseignement territorial de proximité, indispensable, et l'attribution de moyens opérationnels nouveaux. 2 lois antiterroristes ont été adoptées par le Parlement et à une majorité très large. La première, je la présentais, en décembre 2012. La seconde, défendue par Bernard Cazeneuve, en novembre 2014. Ces 2 lois ont permis de compléter notre arsenal juridique répressif, de mieux traiter les enjeux du cyber-djihadisme et de contrôler les départs et les retours vers ou depuis les théâtres d'opération. Je précise que la préparation des textes d'application de la loi de novembre 2014 est dans sa phase finale au titre des concertations obligatoires. Ils seront publiés dans un délai de 4 mois après la promulgation de la loi. Cela mérite aussi d'être souligné. En avril 2014,
un plan de lutte contre la radicalisation violente et le terrorisme djihadiste a été adopté et mis en œuvre. Il est doté d'un volet préventif inédit en France. Il s'appuie aussi sur les expériences qui ont été menées dans d'autres pays. Et il vise notamment à lutter contre les départs massifs vers la Syrie et l'Irak. Mais une chose est sûre, le nombre d'individus radicalisés et pouvant passer à l'acte sur notre sol ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur le rappelait dans l'enceinte du Conseil des ministres. Il faut surveiller près de 1300 personnes, Français ou étrangers résidant en France, pour leur implication dans les filières terroristes en Syrie et en Irak. C'est une augmentation de 130% en un an. Ce phénomène, nous le connaissons en France, de nombreux pays aussi européens, mais également sur d'autres continents, y font face. À cela s'ajoutent 400 à 500 personnes concernées par les filières plus anciennes, pakistano-afghanes par exemple, ou concernant d'autres pays ou d'autres territoires, Yémen, Sahel, ainsi que les principaux animateurs actifs, il faut les rajouter, dans la sphère cyber-djihadiste francophone. En tout, ce sont près de 3000, je dis bien 3000 personnes à surveiller. Ce changement d'échelle est un défi redoutable pour notre pays et pour nos partenaires, notamment européens. C'est le sens de la réunion des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue lundi en présence de Laurent Fabius. Une nouvelle réunion des ministres de l'Intérieur est prévue. Et Bernard Cazeneuve ne cesse d'approfondir cette coopération avec ses collègues ministres de l'Intérieur. Cette coopération qui est également de très grande qualité entre les services de renseignement. Un Conseil européen réunissant les chefs d'État et de gouvernement se tiendra aussi en février. Nous devons bien évidemment renforcer nos actions de coopération pour identifier les terroristes et détecter leurs déplacements. Renforcer la coopération policière et judiciaire. Coopérer avec les États tiers, en particulier avec les pays de transit vers les zones de djihad. Ce changement d'échelle, intervenu en peu de temps, impose, je l'ai dit la semaine dernière devant l'Assemblée nationale, de prendre des mesures exceptionnelles, et non pas d'exception, pour renforcer les services de l'État et pour asseoir nos moyens d'action. Sans renforcement rapide et massif de leurs moyens, nos services de renseignement, nos services d'enquête, la magistrature, l'administration pénitentiaire et les dispositifs de prise en charge de la jeunesse risquent en effet de se trouver submergés. Il nous faut agir dans toutes les directions, détecter les individus ayant rompu leurs liens familiaux et sociaux pour s'enfermer dans une idéologie violente, prévenir le prosélytisme djihadiste et de nouvelles conversions, réduire l'accès et l'exposition de la propagande terroriste, identifier les individus susceptibles de basculer dans la violence ou de fournir un soutien financier et logistique aux filières, empêcher les départs vers les zones d'implantation des sanctuaires terroristes qui sont des lieux d'entraînement, et bien sûr, prévenir, empêcher autant que possible et sanctionner les passages à l'acte. Il ne faut jamais sous-estimer l'ampleur et la difficulté de la tâche des services de renseignement, à qui je veux rendre une nouvelle fois hommage. Face à des individus déployant des stratégies de dissimulation et de protection de leurs échanges toujours plus sophistiquées. C'est pourquoi la première urgence, la première exigence, c'est de renforcer encore les moyens humains et techniques des services de renseignement. Je dis encore. Nous devons aller plus loin que ce qui a été engagé depuis 2012, mais dans la continuité et avec la même cohérence, en tenant compte de l'évolution du terrorisme. Ainsi, sur la base des propositions du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, 1400 nouveaux emplois seront créés au ministère de l'Intérieur au cours des 3 prochaines années. 1100 seront directement affectés au sein des unités de renseignement chargées de lutter contre le terrorisme. 500
à la Direction générale de la sécurité intérieure, aussi bien dans les unités de renseignement qu'au sein de la sous-direction chargée des investigations judiciaires, et qui se rajoute aux chiffres que j'évoquais il y a un instant. 500 au sein des services centraux et territoriaux du renseignement territorial, 350 policiers et 150 gendarmes. 100 à la direction du renseignement, Monsieur le Préfet, de la préfecture de police de Paris. Le service de protection des personnalités exposées et la police de l'air et des frontières seront également renforcés. La PAF aura notamment pour mission l'entrée en fonctionnement de la plateforme des données des déplacements aériens. 530 de ces 1400 personnels, et je veux y insister, seront recrutés dès cette année. Renforcement des effectifs au sein du ministère de l'Intérieur. Renforcement aussi des effectifs au sein du ministère de la Justice. Sur la base des propositions détaillées de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, dont je veux saluer l'engagement constant, 950 nouveaux emplois y seront créés en 3 ans. Ils seront répartis entre les juridictions, l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, des services concourant à la lutte contre le terrorisme ou contre les trafics qui alimentent les réseaux terroristes bénéficieront eux aussi de renforts de personnel. 250 au ministère de la Défense et 80 au ministère des Finances, dont 70 pour les douanes, dont on ne souligne pas assez la qualité du travail dans ce domaine, celui de la lutte contre le terrorisme. Au total, au cours des 3 prochaines années, ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Cet effort, mesdames et messieurs, est massif, mais il est indispensable pour garantir la sécurité et la protection des Français. Aux moyens humains doivent également s'ajouter les moyens matériels. 233 millions d'euros seront dégagés sur 3 ans au profit du ministère de l'Intérieur et 181 millions pour le ministère de la Justice. La protection des agents sur la voie publique est une priorité. Il s'agit de les doter des gilets pare-balles plus performants, de casques balistiques pour certaines opérations ou encore d'armements plus performants pour faire face à la présence d'armes de guerre. Le ministère de l'Intérieur subventionnera également l'acquisition par les communes d'équipements de protection et de gilets pare-balles au profit des policiers municipaux qui ont droit à une plus grande protection. De même, les unités en charge de la lutte contre le cyber-djihadisme bénéficieront d'équipements plus performants. L'augmentation des missions de vigilance et de surveillance nécessite aussi un renforcement du nombre de véhicules de police et de gendarmerie en 2015. Le ministère de la Justice bénéficiera quant à lui de 181 millions d'euros supplémentaires, hors coûts de personnel bien évidemment, notamment afin de renforcer la sécurité des sites exposés et les moyens technologiques et informatiques des juridictions. Au total, ce sont 425 millions de crédits, d'investissement, d'équipement et de fonctionnement qui seront consacrés au cours des 3 prochaines années à ce plan de renforcement. Les moyens mobilisés seront financés dans le cadre financier présenté et voté à l'automne. Ces dépenses nouvelles seront compensées par des économies à due concurrence sur l'ensemble du champ de la dépense publique année après année. En 2015, les mesures annoncées seront financées via les crédits mis en réserve en début d'année. Tout en renforçant les moyens de lutte contre le terrorisme, le gouvernement confirme ses engagements en matière de finances publiques en combinant sérieux budgétaire et financement de ses priorités. Je rappelle que depuis le début du quinquennat, la sécurité et la justice sont des priorités. Au total, la sécurité de nos concitoyens sera renforcée, la dépense publique sera maîtrisée, les déficits continueront de se réduire et les effectifs globaux de l'État resteront stables. D'autres mesures dans le domaine de la défense seront prises par le Président de la République sur les propositions de Jean-Yves Le Drian dans le cadre du Conseil de défense qui se tiendra à l'issue de cette conférence de presse. Au-delà
du renforcement sans précédent des moyens, il est indispensable de conforter les capacités juridiques d'agir des services de renseignement. Le président de la République le rappelait en Conseil des ministres, les hommes, femmes, les moyens sont essentiels, mais les capacités juridiques d'agir des services de renseignement sont indispensables. Pour cela, les travaux d'élaboration du projet de loi sur le renseignement, engagés bien avant les drames du début d'année, ont été accélérés. Ce projet, qui doit beaucoup aux réflexions du président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, sera présenté le plus vite possible au Conseil des ministres et transmis au Parlement début mars. La loi de 1991 sur les interceptions a été conçue avant l'Internet. L'encadrement légal des opérations réellement conduites est lacunaire. Ce n'est satisfaisant ni en termes de sécurité juridique des opérations, ni sur le plan des libertés publiques. Désormais, l'intégralité des opérations assurées sur le territoire national bénéficieront de la légitimité de la loi et feront l'objet d'une autorisation expresse. Ce sera un texte protecteur des libertés publiques, puisque chaque opération sera soumise à un contrôle externe indépendant, sous le contrôle d'une juridiction spécialisée. La proportionnalité des moyens de surveillance autorisés sera au cœur des opérations de contrôle. À l'instar de la plupart des démocraties occidentales, la France disposera ainsi enfin d'un cadre légal pour l'action de ses services de renseignement. Pour lutter contre le terrorisme, ressources humaines et moyens juridiques ne suffisent pas pour autant. Face à des phénomènes en mutation perpétuelle, l'anticipation et la capacité de détection sont essentielles. Les capacités d'analyse pluridisciplinaires sont indispensables. Le recrutement d'analystes aux profils variés continuera d'être développé. L'unité de coordination antiterroriste verra son rôle renforcé en ce domaine. Les bureaux de liaison et de coordination pourront bénéficier de ces ressources analytiques. Par ailleurs, les services qui, à côté de la communauté du renseignement, participent à la lutte contre le terrorisme au sud de leur mission principale, je pense à la gendarmerie nationale, au renseignement territorial, au renseignement pénitentiaire, seront davantage sollicités. Ils seront ainsi associés à la communauté du renseignement. Lutter contre la radicalisation implique, vous l'avez compris, une action de grande ampleur. La radicalisation n'est pas propre aux quartiers populaires. Il faut être lucide. Ce phénomène touche tous nos territoires. Certes, les effectifs de la juridiction antiterroriste parisienne doivent être renforcés, mais il faut aussi doter l'ensemble des juridictions interrégionales spécialisées de personnel supplémentaire. Nous connaissons en effet, et depuis longtemps, les liens qui existent entre la criminalité organisée, les trafics et le terrorisme. De nombreux parquets verront ainsi leurs effectifs accrus pour consolider ce travail de détection des filières. Toujours au plan local, les effectifs et les moyens du renseignement pénitentiaire seront consolidés et le travail très étroit déjà conduit au plan national avec les services du renseignement intérieur seront étendus. Enfin, pour la première fois au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, une unité de veille et d'information sera implantée. Le renseignement dans cette administration en charge de mineurs et de familles ne peut être, vous comprendrez, structuré comme ailleurs. Mais nous entendons que les informations indispensables à la lutte contre le phénomène de radicalisation, notamment des plus jeunes, soient portées à la connaissance de l'État. Je parlais de constat lucide. Et dans une administration en charge du suivi de l'éducation et de l'insertion de mineurs délinquants comme de l'accompagnement de parents, il faut sans délai poser la question du respect des principes de laïcité et de neutralité dans le service public. J'ai donc demandé à la garde des Sceaux de missionner conjointement l'inspection générale des services judiciaires et l'inspection générale de l'administration. Nous devrons dresser un bilan sur ce sujet au sein des services et institutions de la protection judiciaire de la jeunesse qui jouent un rôle décisif dans le destin de mineurs particulièrement exposés. Depuis novembre 2014, faut-il le rappeler une nouvelle fois, le ministère de la Justice, sous l'impulsion de Christiane Taubira, expérimente à la prison de Fresnes le regroupement de personnes détenues radicalisées.
Et ce, pour deux objectifs. Éviter, d'une part, les pressions et la propagation du prosélytisme religieux radical, et d'autre part, favoriser la prise en charge des personnes radicalisées. Cette démarche, sur proposition de la garde des Sceaux, va être étendue par la création de 5 quartiers dédiés. Dans un même temps, il faut renforcer la formation des personnels, constituer là aussi des équipes pluridisciplinaires, construire des programmes de contre-radicalisation. Il faut accroître également le recrutement des aumôniers musulmans et leur professionnalisation. Le budget de l'aumônerie musulmane nationale sera ainsi doublé et 60 aumôniers supplémentaires viendront rejoindre les 182 existants. Le ministre de l'Intérieur aura par ailleurs l'occasion, dans un autre cadre, mais très vite, de faire des propositions concernant les grands défis que doit relever l'islam de France. Enfin, le traitement approfondi du phénomène de radicalisation doit passer par un suivi dans la durée des individus qui s'inscrivent dans un parcours et une idéologie terroriste. Comme je l'ai annoncé à l'Assemblée nationale, un fichier placé sous le contrôle d'un juge sera créé dans lequel seront obligatoirement inscrites toutes les personnes condamnées ou judiciairement mises en cause pour des faits de terrorisme. Celles-ci devront justifier de leur adresse à intervalles réguliers, informer de leur changement de domicile et déclarer tout séjour à l'étranger. Depuis avril 2014, une démarche de prise en charge individuelle visant à lutter contre les phénomènes d'endoctrinement et de radicalisation est donc mise en œuvre. Elle vise également à accompagner les familles qui seront confrontées. Une plateforme de signalement et des plans de suivi individualisés par les préfets ont été lancés. Bernard Cazeneuve a eu souvent l'occasion de présenter ces démarches. Et c'est aujourd'hui une véritable dynamique qui s'est enclenchée. Elle repose sur la coopération de nombreux acteurs et sur les dispositifs de prise en charge de droit commun, travailleurs sociaux, éducateurs, associations. C'est, nous l'avons souvent rappelé, toute la société qui doit se mobiliser face à ces phénomènes. Il faut aller plus loin. Dans les 3 prochaines années, 60 millions d'euros vont être spécifiquement consacrés à la prévention de la radicalisation. Par ailleurs, le gouvernement lancera dans les prochains jours un site internet dédié pour informer le grand public sur les moyens de lutte contre l'embrigadement djihadiste, notamment celui des jeunes. Mesdames et messieurs, la très grande majorité des affaires judiciaires le démontre. Les communications électroniques sont un vecteur quotidien, non seulement de propagande, mais également d'organisation et de communication logistique. Les terroristes utilisent fréquemment les mêmes réseaux sociaux que le grand public. La plateforme Pharos de signalement des contenus illicites a reçu 30 000 signalements depuis le 7 janvier, soit 6 fois plus qu'auparavant. Une partie substantielle des renforts humains sera donc affectée aux cyberpatrouilles et aux équipes d'investigation sur les délits commis sur l'Internet. Les lois que j'évoquais de décembre 2012 et novembre 2014 ont permis d'édicter des outils permettant d'agir avec des bases légales plus solides contre la propagande et l'apologie du terrorisme. Je vous rappelle que sur ces sites, les hommes ou les femmes sont menacés de mort par ces organisations terroristes. C'était le cas, vous le savez, de l'un de ceux qui a été assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo. Les grands fournisseurs de services Internet, les réseaux sociaux, ont désormais une responsabilité juridique incontestable en droit français. Le gouvernement sera extrêmement vigilant à ce qu'ils respectent leurs obligations légales. Mais leur responsabilité morale vis-à-vis des usagers est sans doute plus grande encore, dès lors que des vies sont en danger, je viens de vous le dire, comme c'est le cas en matière terroriste. C'est pourquoi je les appelle de manière solennelle à répondre au signalement du public et à coopérer étroitement avec les autorités pour appliquer les règles relatives au contenu illicite et au déréférencement des sites illégaux. Les processus de radicalisation individuelle prospèrent très souvent, pas seulement, mais très souvent, à l'occasion de parcours personnels qu'on pourrait appeler chaotiques. À ces trajectoires se greffent fréquemment des activités délinquantes ou criminelles. Ce sont des profils qu'on retrouve dans tous les autres pays. Elles développent l'absence de sensibilité
à la souffrance d'autrui. Elles exacerbent la recherche d'une affirmation de soi violente et dévoyée. Mais l'objectif ultime de ceux qui formulent la pensée djihadiste radicale, qui conçoivent les mots d'ordre, qui diffusent leurs vidéos de haine et leurs slogans meurtriers depuis leur sanctuaire, leur objectif, c'est de broyer ce qui fait l'essence même des sociétés démocratiques, leur diversité et leur cohésion. C'est pourquoi il faut aussi réagir à ce programme de haine par la conduite volontariste d'une politique de citoyenneté, de réaffirmation de la laïcité et par l'engagement d'une politique qui doit être sans précédent et particulièrement déterminée de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous le savez, le président de la République a décidé d'en faire une grande cause nationale. 3 objectifs seront poursuivis. D'abord, la remobilisation nationale et territoriale de toutes les forces vives de la République, en partant, bien sûr, de la réaction des Français, notamment le 11 janvier. Chaque administration, chaque réseau devra en faire un axe de son action. Les structures locales d'impulsion et de suivi de cette politique seront mises à contribution et les initiatives de la société seront valorisées. Le nouveau délégué interministériel présentera dans quelques jours les axes et le détail du plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le deuxième objectif, c'est un engagement résolu à former les futurs citoyens aux valeurs de la République. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, aura l'occasion de vous présenter dès demain le détail des mesures qui seront mises en place dans ce domaine par l'Éducation nationale. Et le président de la République aura l'occasion d'y revenir dès cet après-midi dans ses vœux au monde de l'enseignement. Enfin, le soutien aux initiatives culturelles des collectivités et des artistes engagés à travers leur expression créatrice dans le combat contre l'intolérance, la haine, le racisme et l'antisémitisme ne sera pas oublié. Les Français, en manifestant massivement après l'horreur des actes terroristes, ont répondu avec la plus grande dignité et exprimé leur attachement à la communauté nationale, à la République, à la France. Les forces politiques ont marqué l'histoire du Parlement par une démonstration sans précédent d'unité. Tout ceci, notamment l'exigence des Français d'agir et d'agir vite, nous engage et engage d'abord le gouvernement. J'ai indiqué que nous examinerions avec la plus grande attention les propositions qui nous seraient faites pour renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme. Une question légitime se pose sur les conséquences auxquelles on s'expose quand on décide de s'en prendre à la nation à laquelle on appartient, soit parce qu'on y est né, soit parce qu'elle vous a accueilli. À ce titre, et Bernard Cazeneuve a eu l'occasion encore de le rappeler ces derniers jours, je rappelle que nous appliquons les mesures d'expulsion du territoire quand elles se justifient. 28 islamistes radicaux étrangers ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion administrative au cours de ces 3 dernières années. Nous continuerons de le faire avec la même détermination. Le Conseil constitutionnel aura l'occasion de se prononcer vendredi sur les mesures de déchéance de la nationalité à l'occasion d'une décision individuelle prise en 2014 par mon gouvernement à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il y a d'autres interrogations. Faut-il, par exemple, réactiver la peine d'indignité nationale qui marquerait avec une force symbolique les conséquences de la transgression absolue que constitue la commission d'un acte terroriste. Le gouvernement n'entend pas agir dans la précipitation sur les questions de principe. C'est pourquoi je proposerai au président de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'une réflexion transpartisane puisse être conduite, par exemple, par les présidents des commissions des lois des 2 assemblées, Jean-Jacques Urvoas et Philippe Bas, pour examiner et formuler des propositions définitives dans un délai court de 6 semaines et totalement compatible avec notre droit et nos valeurs. Mesdames et messieurs, les attaques terroristes
qui ont frappé la France entre le 7 et le 9 janvier réclament la plus grande des déterminations. Détermination pour prendre les mesures assurant la sécurité des Français, détermination pour lutter contre les mécanismes de radicalisation qui sont à l'œuvre et qui sont un véritable fléau pour notre société, détermination enfin pour réaffirmer nos valeurs et faire la plus belle démonstration que, face à la terreur, la démocratie, grâce à la force de l'État de droit, ne plie pas, ne pliera jamais. Le président de la République l'a rappelé en Conseil des ministres. La République est debout. Et nous prenons des mesures exceptionnelles à la hauteur de ces menaces. Nous agissons dans le cadre d'un travail interministériel qui doit se poursuivre, car nous devons être en permanence capables de nous adapter à la menace et aux mutations du terrorisme. Nous le faisons évidemment dans un lien très étroit avec ceux qui dirigent nos forces de l'ordre, gendarmerie, police nationale, les services de renseignement. Nous le faisons aussi dans un lien étroit avec le Parlement, parce que c'est là que l'esprit du 11 janvier, cet esprit d'unité, doit perdurer. Et Bernard Cazeneuve sera auditionné dès cet après-midi par la commission Ciotti-Menucci sur les filières djihadistes. C'est une nouvelle fois à une mobilisation générale à laquelle nous a invités ce matin le chef de l'État. Et ce combat contre le terrorisme, nous le mènerons sans relâche. Ce combat aussi pour répondre aux questions que se posent légitimement les Français sur les fractures de notre société. Nous commencerons à y répondre avec le temps nécessaire, la cohérence par rapport à ce que nous faisons déjà depuis 2 ans et demi. Et la réunion des ministres et des secrétaires d'État demain matin y travaillera. C'est en tout cas, mesdames et messieurs, ce message de très grande détermination, une détermination implacable, que nous voulons, à travers ces mesures, à travers leur logique, que nous voulons adresser aux Français. Je propose qu'avec les ministres, nous puissions répondre à quelques-unes de vos questions. Oui, bonjour, Jérémy Brossard, BFM TV. Vous avez évoqué l'indignité nationale donc, qui fait débat actuellement. Vous avez annoncé une réflexion transpartisane. Je voulais quand même avoir votre sentiment à vous. Est-ce que vous considérez que c'est un symbole important pour la République ou que c'est finalement un gadget? Merci. Ce matin, nous présentons des mesures concrètes qui concernent aussi bien les effectifs au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. Des plans pour renforcer nos capacités contre le terrorisme. Proposons aussi des moyens, des mesures pour mobiliser la société. Nous ne devons rien nous interdire. Et nous sommes, nous, à l'écoute de toutes les propositions. Le président de la République nous l'a demandé. Nous devons, et c'est la mission du gouvernement que je dirige, être à la hauteur du moment, de l'attente des Français. Nous ne céderons à aucune polémique. Nous voulons tout simplement répondre aux angoisses, aux questions et à la demande de protection de nos compatriotes. Le ministre de l'Intérieur a déjà eu souvent l'occasion de s'exprimer sur ces questions. Ces questions, comme celles que vous posez, qui ont déjà existé dans notre droit, méritent une expertise juridique et elles doivent avoir une réponse qui, là aussi, repose sur le consensus, sur l'unité. C'est le sens de la mission qui pourrait être confiée aux 2 présidents des commissions des lois, dont je ne doute pas qu'ils nous fourniront tous les éléments, parce que quand on lutte contre le terrorisme et contre ces fractures que la société française connaît, la seule réponse qui vaille, c'est celle de l'état de droit et c'est celle de nos valeurs. Sur ces bases-là, je pense que nous pouvons bien travailler. Valérie Nataf, TF1, vous avez pointé au début de ces événements les failles de nos systèmes. Est-ce qu'on peut dire que ces failles, si on vous a bien écouté, se fondent sur la technologie? On s'est trop reposé sur la technologie et pas assez sur les moyens humains.
Merci. Je réponds, mais dès 2012, mais votre question, ce point de vue-là, permet encore de préciser les choses si c'est nécessaire. Dès 2012, quand j'ai pris mes fonctions de ministre de l'Intérieur, je n'ai eu de cesse, nous n'avons eu de cesse, parce que nous avons travaillé et avec Laurent Fabius, et avec Christiane Taubira, et avec Jean-Yves Le Drian sur ces questions-là, de faire en sorte de doter nos services de renseignement et les juridictions de tous les moyens pour faire face à la menace, intérieure comme extérieure. Je ne reviens pas sur la réforme de la Direction générale de la sécurité intérieure, sa création, et aussi la mise en place d'un véritable renseignement territorial. Nous avons donné les moyens, et 2 lois ont été votées. Et moi, je suis convaincu, et c'est une conviction profonde et que nous partageons avec Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian, de l'engagement et du très grand professionnalisme de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dans l'ombre, au sein de nos services de renseignement. Les failles, elles sont dans notre société. Nous les avons évoquées. Et les failles, elles sont effectivement dans ces défis technologiques. Le procureur Molins l'a dit hier. Il n'y a pas de risque zéro face au terrorisme. Mais notre devoir, c'est de tout faire pour répondre aux mutations même du terrorisme. Laurent Fabius rappelait ce matin en Conseil des ministres que le tueur de Toulouse et de Montauban avait agi en mars 2012, avant même qu'il y ait moins d'interventions au Mali ou en Syrie. Ces phénomènes sont donc inscrits dans la réalité depuis quelques années. Phénomènes notamment à travers ces processus de radicalisation sur Internet, en prison. Phénomènes qui lient le banditisme, les actes délictuels avec le terrorisme. Nous faisons face à un terrorisme qui est en mutation permanente, avec des individus qui peuvent être isolés, des groupes qui peuvent agir en France, des individus qui ne sont peut-être jamais allés sur des territoires extérieurs aux nôtres, et nous faisons face, bien sûr, à des organisations terroristes internationales qui menacent en permanence la France. Donc nous devons agir sur tous les paramètres. Aucun ne peut être oublié. Tous. Et c'est le sens des mesures que nous avons présentées, mais qui, encore une fois, sont dans la continuité et dans la cohérence de ce que nous avons déjà engagé. Mais à chaque fois qu'il faut hausser le niveau de vigilance et d'engagement, nous le faisons et nous continuerons de le faire face, encore une fois, à la menace à laquelle nous faisons face. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Yael Gauze, RTL. Une précision sur les chiffres pour éviter toute confusion. 2680 emplois supplémentaires consacrés à la lutte antiterroriste dans les 3 prochaines années, par rapport à la promesse du président Hollande en 2012 de créer 1000 emplois supplémentaires par an dans la police, la gendarmerie et la justice. C'est en plus de cet engagement-là, ou ce sont des emplois qui se cumulent? Nous savons bien, j'étais chargé de mettre en œuvre cet engagement, Christiane Taubira aussi à partir de 2012, c'était 500 emplois dans la police et la gendarmerie, 500 dans la justice. Un conseil de défense, il y a quelques mois, au moment de la création de la DGSI, a décidé de créer des emplois au sein de nos services de renseignement intérieur. 432, je les ai rappelés, et nous venons d'annoncer ces chiffres concernant le renforcement des effectifs du renseignement intérieur, du renseignement territorial, de la PAF, des douanes, mais aussi du ministère de la Justice, des juridictions affectées et également de l'administration pénitentiaire. Donc, c'est en plus, vous l'avez bien compris. Et vous avez eu raison de le préciser. Oui, bonjour, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Je voulais savoir en matière d'écoute téléphonique s'il était prévu d'augmenter les quotas d'écoute administrative et éventuellement de les étendre aux relations des suspects. Merci. Comme l'a indiqué le Premier ministre à l'instant, il y a une loi sur le renseignement qui a été préparée pour un certain nombre de ces principes, de ces dispositions, par le président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas.
C'est donc au terme du dispositif d'expertise de ce texte de loi interministériel qu'il sera décidé définitivement de ce qu'est l'équation de ce texte et des dispositions qu'il comprend. Mais nous pouvons dire d'ores et déjà que dans le respect rigoureux des principes du droit, ce qu'a rappelé le Premier ministre dans son intervention, c'est-à-dire la nécessité d'avoir plus d'efficacité dans les contrôles, dans les interceptions, avec plus de contrôle sur ces interceptions, de manière à être garanti que davantage de sécurité ne fera pas moins de liberté. Il y aura bien entendu pour les services du renseignement territorial et les services de renseignement la possibilité de mobiliser des moyens technologiques qui, pour l'instant, n'ont pas pu l'être, et de faire davantage d'interceptions de sécurité pour être assurés concernant les personnes qui sont convaincues d'être engagées dans des opérations terroristes, que nous pourrons assurer leur suivi de façon optimale. Monsieur le Premier ministre, Jeff Wittenberg, France 2. Avant que le Conseil constitutionnel et les parlementaires ne se prononcent sur ces questions, êtes-vous, vous, Monsieur le Premier ministre, personnellement favorable à des mesures d'indignité nationale ou de déchéance de la nationalité dans certains cas, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? Je comprends bien le débat et le sujet qu'on veut imposer, mais il faut de la méthode et du respect du droit. Nous devons respecter notre droit. Nous devons respecter nos conventions, notamment européennes et internationales. La déchéance de la nationalité, elle existe. Elle existe. Et je le rappelais, c'est mon gouvernement, et en l'occurrence Bernard Cazeneuve, qui a prononcé une décision de déchéance de la nationalité, dans des circonstances particulières, et qui s'applique, comme vous le savez, aux binationaux. Une QPC va être examinée par le Conseil constitutionnel. Dans le respect du Conseil constitutionnel, attendons sa réponse à cette QPC vendredi. Vous avez la mienne, puisque nous avons pris cette décision. Concernant les autres sujets, ce que les Français attendent, ce sont d'abord des engagements clairs, quantifiables. Certes, une volonté politique, nous l'affirmons, un discours qui dise clairement quels sont les objectifs et quels sont les défis que nous avons à relever, mais un engagement global, une mobilisation sans précédent qui concerne, je ne vais pas y revenir, tous les aspects. Ils peuvent être aussi intéressés par des symboles, et dans nos sociétés, nous pouvons être intéressés par ces symboles. Et pour ce qui me concerne, je n'ai aucune difficulté à examiner le traitement de ces symboles. Mais mon rôle, notre rôle, c'est que chaque décision qui soit prise soit utile, soit conforme à notre droit et à nos valeurs, et fasse l'objet d'un consensus. C'est ainsi que nous serons plus forts pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre ceux qui veulent s'attaquer au cœur même de ce que nous sommes, ce qu'ils ont fait les 7, 8 et 9 janvier. Jamais dans la précipitation, et toujours avec la volonté d'avancer fort des principes d'un État de droit. Je l'ai déjà dit, à une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles, mais pas de loi d'exception. Monsieur le Premier ministre, bonjour, Jean-Jérôme Berthelus, iTélé. Vous avez eu des mots très forts, comme ghetto, comme apartheid. Et ma question est la suivante. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits dans la République où la police, et encore plus précisément le renseignement de proximité à travers le service central de renseignement territorial, ne vont plus, là où précisément il y a un risque que délinquance se transforme en djihadisme? Il faut être prudent sur toutes ces questions. Nos forces de police et de gendarmerie interviennent partout pour lutter contre la violence, la criminalité, le trafic. Cela a été le sens des 80 zones de sécurité prioritaires que nous avons lancées. Ça a été aussi le sens, je l'ai rappelé, Bernard Cazeneuve y est revenu hier à l'Assemblée nationale, le fait que nous avons arrêté l'hémorragie des forces de l'ordre, dans la police comme dans la gendarmerie, mais qui avait concerné aussi le renseignement territorial. Ce travail, il faut le poursuivre, bien évidemment. C'est ça qui me paraît aujourd'hui être essentiel. C'est ça qui est une priorité. Nous devons mener une action globale qui n'est pas uniquement celle
du travail de la police, de la gendarmerie et de la justice. Ce travail, il est mené dans le cadre, encore une fois, des liens très étroits qui existent entre les magistrats et les forces de l'ordre. C'est une action plus globale qui concerne l'école, la citoyenneté, la politique de la ville, le travail social, l'économie, la priorité à la jeunesse. Peu importe les mots. Moi, j'utilise les mêmes avec constance et cohérence depuis près d'une dizaine d'années. Peu importe les mots. Ce qui compte, c'est d'agir dans des territoires qui se sont enfermés sur eux-mêmes. Non pas que les services publics ne puissent pas y entrer, mais quand vous avez un tel niveau de pauvreté, quand vous mettez dans les mêmes quartiers, les mêmes populations, pauvres, aux mêmes origines, alors oui, il ne faut pas s'étonner que ces quartiers, ce n'est pas une surprise pour personne, il y a eu des émeutes urbaines en 2005, deviennent de véritables poudrières. Pour ce qui nous concerne, il faut décrire, parce que je pense que les Français ont besoin d'un langage de vérité, mais l'essentiel, encore une fois, c'est d'agir pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre ces inégalités insupportables. Et enfin, il y a évidemment l'action, le travail contre le djihadisme, contre le terrorisme, mais aussi contre l'endoctrinement et la radicalité. J'entendais ce matin sur une radio, compte rendu d'un rapport, il a déjà été évoqué au sein de l'Assemblée nationale, d'un inspecteur général de l'éducation nationale. En 2004, 3 ans après le 11 septembre 2001, 3 ans après des gestes et des comportements qui ressemblent beaucoup à ceux que nous avons connus dans un certain nombre de nos écoles. Nous les avions vécus pour beaucoup, le 14 septembre, au moment de la minute de silence, 3 jours après le drame que nos amis américains ont subi. Un rapport 1 an avant les émeutes urbaines de 2005. Ce que les Français veulent, ce sont des actes. C'est que nous soyons capables de mobiliser toutes les forces vives de la nation, et à commencer par l'État, car il y a une demande d'État, il y a une demande de République, il y a une demande d'action. C'est ça qui est aujourd'hui attendu. Et par les mesures que nous vous présentons aujourd'hui, tout le gouvernement, je crois que nous sommes, me semble-t-il, à la hauteur, à condition d'agir, de continuer à obtenir des résultats à la hauteur de cette attente. Monsieur le Premier ministre, Cyril Adrien-Salmand pour LCI. Vous avez beaucoup de ministres autour de vous, mais il n'y a pas de représentant de Bercy. J'avais une question. À combien estimez-vous le coût global des mesures que vous venez d'annoncer, même si j'ai compris qu'elles étaient financées, me semble-t-il. Quelles incidences y aura-t-il sur les autres missions des autres ministères? Merci. J'en ai parlé. J'ai donné un coût de 450 millions d'euros. Donc je vous ai présenté ce chiffre et je vous ai dit dans quelles conditions. Nous ne pouvions pas mettre tout le gouvernement, mais nous sortons du Conseil des ministres, où tous les ministres étaient présents, ainsi que Michel Sapin et Christian Eckert, qui ont été évidemment associés à toutes ces questions-là. J'ai dit dans quel cadre, et dans le cadre du redéploiement, notamment en 2015, cela se fera, en respectant nos engagements, ceux que nous nous sommes donnés dans le cadre du triennal, c'est-à-dire sur ce engagement de dépenses et de recettes sur les 3 ans qui viennent. Il y a encore un conseil de défense dans un instant, et vous aurez évidemment tous ces éléments. Mais face à l'ampleur de la menace, face à la nécessité d'engager des moyens, il faut être capable à la fois de les engager et de respecter nos engagements. C'est ce que nous ferons, personne ne peut en douter. Bonjour, Gaëlle Mac à Challenge. J'avais 2 petites questions pour rebondir sur la question de mon collègue déjà. Est-ce que vous plaiderez auprès de la Commission européenne sur la question du budget, sur l'effort particulier de défense qui est fait par la France? Et une question pour Monsieur Fabius. Par rapport à la Turquie, est-ce que notre collaboration avec les services secrets turcs est satisfaisante? Et quand on voit la facilité qu'ont les gens à aller en Turquie pour ensuite passer en Syrie, est-ce qu'on n'aurait pas envie de créer une sorte de visa ou de rendre l'accès à la Turquie éventuellement aussi plus compliqué? Alors, sur vos 2 petites questions qui sont de grandes questions, Laurent Fabius, et puis aussi sur la Turquie, j'imagine, et Bernard Cazeneuve après. Sur le premier point, nous avons pris des engagements à l'égard de l'Europe. Nous allons les tenir sur le plan financier. Vous savez que nous respectons les règles
En même temps, nous insistons, avec l'accord de M. Juncker, sur le fait que les règles doivent être appliquées intelligemment, avec ce qu'on appelle la flexibilité. Mais nous n'allons pas demander d'autorisation spéciale pour ce qui concerne l'effort que nous faisons. En même temps, force est de constater que cet effort coûte. Et j'ai l'occasion, comme le fait aussi le ministre des Finances, lorsque nous discutons de cela avec nos collègues européens, de souligner que ces efforts coûtent et que donc chacun devrait accompagner aussi ces efforts par des efforts qu'il fait. Sur l'autre point qui concerne la Turquie, vous vous rappelez peut-être que Bernard Cazeneuve s'était rendu en Turquie il y a de cela quelques mois parce que il y avait des problèmes de coordination. Depuis, les choses ont beaucoup avancé. Demain matin, je serai à Londres, où nous avons avec un certain nombre de collègues une réunion sur les moyens de lutter contre le terrorisme, en particulier contre Daesh. Mon collègue turc sera là. La coordination avec les services turcs est bonne et nous y sommes extrêmement attentifs parce que, comme vous l'avez souligné, compte tenu de la réalité géographique, beaucoup se passe en liaison avec la Turquie. On l'a vu encore dans les affaires récentes. Donc la réponse est celle-ci. Oui, la Turquie est engagée. Et oui, la coordination avec les services turcs est étroite. Non, je confirme bien entendu en tout point ce que vient d'indiquer le ministre des Affaires étrangères. Nous avons eu à parfaire nos dispositifs de coordination au cours des derniers mois pour des raisons qui tenaient au fait d'abord qu'un très grand nombre de ceux qui quittent l'Union européenne pour se diriger sur le théâtre des opérations terroristes transitent par la Turquie et lorsqu'ils reviennent, ils sont souvent placés en centre de rétention administrative par les autorités turques avant que de revenir sur le territoire national. Il fallait donc que nous coordonnions et que nous échangions davantage d'informations. La coopération avec la Turquie sur ces questions n'a cessé de se renforcer, à tel point qu'à l'occasion de la réunion du G9, qui s'est tenue le 6 novembre dernier à Paris, et dans une relation aussi très étroite entre le ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay, nous avons proposé, ce qui ne s'était pas fait jusqu'à présent, que la Turquie soit associée à la réflexion que nous avons conduite sur deux sujets très importants. Le premier, c'est celui de la lutte contre le terrorisme, et le deuxième sujet était celui des mesures à prendre face aux migrations en Méditerranée centrale. Et sur ces deux sujets, beaucoup de progrès ont été accomplis, beaucoup d'échanges d'informations se font, une coopération très étroite existe, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, avec les services turcs, et notre souhait, c'est bien entendu, dans le contexte, de tout faire pour que cette coopération soit approfondie chaque jour davantage. Une ou deux questions. Laurence Théatin pour France O. Deux Martiniquais sont partis pour le djihad et sont morts dans des attentats. Des petits réseaux ont été détectés aux Antilles et en Guyane. Alors, est-ce que des mesures spécifiques ont été prises pour éviter que les départements français d'Amérique et de l'océan Indien ne deviennent des bases arrières du djihadisme en France? Il n'y a pas de sanctuaire en France pour les terroristes et par conséquent pas dans les départements et les territoires d'outre-mer. Je ne veux pas rentrer dans le détail des mesures que nous avons prises parce que les détailler ici serait une manière de permettre à ceux auxquels ces mesures s'appliquent de pouvoir y échapper. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a entre les services de police, de gendarmerie et les services de renseignement français un travail extrêmement coordonné qui s'opère, de manière à ce que nous puissions créer les conditions d'une maîtrise de l'activité de ceux qui veulent s'engager dans des opérations terroristes dans ces départements et surtout que nous puissions procéder au démantèlement des organisations qui pourraient se cristalliser et développer des activités.
Bonjour, Camille Langlade, iTélé au fond de la salle. Une question pour vous, Madame Taubira. Le Premier ministre a salué votre engagement depuis les attentats du 7 janvier et avant, bien entendu. Mais le syndicat de la magistrature, hier, vous a critiqué dans un communiqué que je lis et dit que vous avez fait le choix d'entonner le discours de l'intransigeance de principe et d'enfermer les tribunaux dans la justice de l'urgence. Que leur répondez-vous? Et est-ce que cela ne met pas à mal vos convictions personnelles? Merci. J'avoue que je suis un peu déconcertée par votre rôle de porte-parole du syndicat de la magistrature. Néanmoins, merci de me donner l'opportunité de dire que je ne sais pas, on peut utiliser les mots dans tous les sens, mais dans une situation aussi difficile que celle que nous traversons, je crois que la première des rigueurs, c'est justement de retenir le sens réel des mots. Je ne sais pas ce que le syndicat de la magistrature peut appeler une situation d'urgence ou un positionnement d'urgence. S'il est fait état, s'il est fait référence à la circulaire du 12 janvier, cette circulaire est conforme au droit, strictement. Elle ne modifie rien dans le code pénal. Elle demande simplement au procureur, effectivement, de la vigilance, de la réactivité, de la fermeté, de l'individualisation. C'est totalement conforme à l'esprit de la politique pénale qui est conduite par ce gouvernement depuis le début, depuis notre arrivée aux responsabilités. Les procureurs font face, parce que j'ai demandé, je l'ai indiqué hier à l'Assemblée nationale, j'ai demandé la remontée des situations et notamment des infractions qui ont un lien avec les attentats auxquels nous avons été confrontés. Et nous avons une remontée qui montre une augmentation significative, effectivement, de toute une série d'infractions qui mettent en péril la cohésion sociale, qui mettent en péril le pacte républicain et qui mettent en danger la sécurité de personnes, très précisément. Donc ces infractions que j'ai énoncées concernent l'apologie du terrorisme et la provocation au terrorisme, concernent également des actes et des propos racistes et antisémites, concernent aussi des provocations contre les forces de l'ordre, concernent des attaques contre des lieux de culte, principalement musulmans, pour les attaques qui ont été recensées, concernent des cyberattaques. Nous sommes face à cela. Et face à cela, oui, la réponse de la République doit être une réponse qui montre qu'elle ne se laisse pas ébranler, qu'elle ne se laisse pas fragiliser et que nous sommes en capacité, avec les moyens de droit, d'y répondre. Et cette circulaire est parfaitement conforme au code pénal, elle est parfaitement conforme à la Constitution, parce que c'est la loi fondamentale qui est notre référence, pas l'analyse d'une force politique ou syndicale quelconque, mais bien la loi fondamentale. Et pour ma part, je suis parfaitement très impliquée dans cette lutte engagée par le gouvernement contre le terrorisme. Et c'est ma responsabilité, en effet, en tant que garde des Sceaux, ministre du droit, ministre des libertés, de veiller à l'équilibre entre la nécessaire préservation des droits et des libertés et les exigences de l'ordre public. Et nous y veillons, toutes les dispositions qui sont examinées le sont à l'aune de ce respect des droits et des libertés, du respect de l'état de droit, et jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez entendu comme proposition reste conforme à notre droit et à notre Constitution. Le reste, évidemment, c'est dans cette ambiance de forte mobilisation générale pour la liberté d'expression, c'est effectivement la liberté d'analyse. Cyril Graziani, France Inter. Selon le Canard enchaîné, Ayat Boumediene et Amédi Koulibaly ont été contrôlés le 30 décembre. Les deux policiers qui les ont contrôlés ont trouvé une fiche sur Koulibaly, signée de l'antiterrorisme et informé leur hiérarchie et les services de l'antiterro de ce contrôle qui n'ont pas réagi. Est-ce que l'on peut parler de faille concernant cet événement? Et par ailleurs, Monsieur Le Drian, selon les informations de RFI, une dizaine de djihadistes seraient d'anciens militaires. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Merci. Les failles s'apprécient à l'aune de la précision des informations que l'on communique et de l'analyse que l'on en fait. Donc je veux être extrêmement précis sur ce sujet parce que votre question l'est et que l'on doit, face à ces enjeux, éclairer les Français avec l'esprit de vérité qui est une exigence du Premier ministre répétée à l'instant. Quels sont les faits? D'abord, M. Koulibaly, il a été engagé dans des opérations de complicité, d'évasion d'un personnage dont chacun a le nom à l'esprit, Esmaïl Taïd Belkacem, qui était un ancien vétéran ayant participé à des opérations en 1995 à caractère terroriste. Il est passé devant les tribunaux pour ces faits
Et il n'a pas été condamné à ce moment-là pour des faits de caractère terroriste, mais a été condamné sur la base d'incriminations pénales faisant référence à des incriminations de droit commun. Malgré cela, et en raison des actes qu'il avait commis, en 2010, le 24 mars 2010, il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Dans le cadre des règles de droit qui s'appliquent dans notre pays, parce que la lutte contre le terrorisme implique aussi que l'on applique le droit, il a été contrôlé au mois de décembre. Il n'y avait contre lui aucune incrimination pénale et par conséquent les services qui l'ont contrôlé ont fait passer les informations qui devaient l'être en raison de la fiche dont il faisait l'objet. C'est d'ailleurs parce qu'il avait fait l'objet de ce contrôle ainsi que Ayad Boumedienne que lorsque son nom a été diffusé au terme d'une enquête rondement menée par les services de police, que le nom de Ayad Boumedienne a pu à ce moment-là apparaître et a fait lui-même l'objet d'investigations et d'enquêtes. Donc sur ce sujet-là, je fais deux constats et j'en tire une conclusion. Premier constat, les services dès 2010 ont procédé à l'inscription au FPR d'un personnage qui avait participé à une tentative d'évasion d'un acteur terroriste. Deux, lorsque les contrôles se sont effectués, ils se sont effectués dans le respect rigoureux des règles en vigueur et ont permis immédiatement, dans le cadre d'une enquête rondement menée, l'identification de Mme Boumedienne. Quelle conclusion j'en tire? J'en tire la conclusion qui a inspiré le propos du Premier ministre tout à l'heure. Nous sommes face à une menace protéiforme, avec un phénomène nouveau qui est celui d'un terrorisme en libre accès et une porosité plus grande entre un certain nombre de milieux, ceux parfois de la petite délinquance et ceux du terrorisme. Ça implique par conséquent que sur les modalités de la collecte du renseignement, de l'analyse du renseignement, de la mutualisation de la réflexion et de l'analyse entre les différents services, nous puissions aller plus loin. Ça veut dire des moyens supplémentaires, ça veut dire un cadre juridique nouveau, ça veut dire des organisations plus performantes. C'est précisément ce que nous nous employons à faire à travers les propositions que vient de formuler le Premier ministre. Oui, sur la deuxième observation, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le cas d'anciens militaires tentés par une aventure djihadiste sont d'une extrême rareté. Et la deuxième observation, c'est que dans les mesures qui sont prises, la DPSD, le service interne à la sécurité et à la protection de la défense, va renforcer sa vigilance et les moyens affectés à la DPSD vont aussi être augmentés dans le cadre de ce qu'a indiqué tout à l'heure le Premier ministre. En concluant et en remerciant le préfet Bernard Boucaud, directeur général Patrick Calvar, général Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, et Jean-Marc Falcol, directeur général de la police nationale, je voudrais dire que les ministres qui sont ici, avec le porte-parole du gouvernement, sans oublier Michel Sapin et Christian Eckert, qui ont aussi un rôle important, notamment dans la lutte contre le financement du terrorisme. Je veux dire ici que la mobilisation derrière le président de la République est absolue et que chacun a joué pleinement son rôle. Et tout particulièrement dans ces moments difficiles, dans le respect évidemment du travail des forces de l'ordre, en lien bien sûr avec Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian à travers leurs fonctions respectives, et qu'autour du président de la République, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira ont pleinement joué leur rôle dans leurs fonctions. Et je veux le souligner encore une fois, car c'est la cohérence de l'action du gouvernement qui nous rend plus forts face au terrorisme. Je vous remercie. Bon, on peut s'en aller. Voilà, vous avez donc suivi en direct sur les chaînes parlementaires cette conférence de presse de Manuel Valls, le Premier ministre, entouré de 5 de ses ministres, qui a donc annoncé ces nouvelles mesures antiterroristes. Et pour les commenter avec nous, deux parlementaires. David Assouline, bonjour, sénateur socialiste de Paris. Gérard Longuet, bonjour, sénateur UMP de la Meuse et ancien ministre de la Défense. Et notre éditorialiste politique, Denis Jambard. Bonjour Denis. Alors, on a entendu un Manuel Valls qui a souhaité apporter des réponses rapides, annoncer des nouvelles mesures 2 semaines après l'attentat qui a touché Charlie Hebdo.
C'est un plan complet, je dirais à 360 degrés, qui essaie de prendre tous les termes du problème, c'est-à-dire aussi bien les moyens humains que les moyens juridiques, que les moyens matériels et les moyens stratégiques aussi. La question qui est posée, c'est, à laquelle moi je n'ai pas de réponse, c'est quelle sera son efficacité. En tout cas, la personne de Manuel Valls et sa manière de le présenter lui donne de la crédibilité, parce qu'au fond, il est sur une ligne qu'il a toujours défendue, il est cohérent. Et donc, il est dans la poursuite de tout ce qu'il a toujours prôné sur ces sujets-là. Voilà. Donc, après, est-ce que ces moyens seront suffisants pour éviter de nouveaux drames, de nouvelles tragédies? Je n'en sais rien. Je crois que le Premier ministre a raison de dire qu'il n'y a jamais de risque zéro. Et il ne faut jamais oublier aussi que nous disposons déjà de moyens importants. Et malgré ces moyens importants, il faut le souligner, la qualité de nos services, eh bien, les mailles du filet, parfois, peuvent être traversées par des gens qui font les attentats que l'on a vus, les islamistes radicaux. Gérard Longuet, un mot général sur ces mesures avant de rentrer dans le détail. Manuel Valls voulait des mesures exceptionnelles à la hauteur des menaces. Est-ce que, selon vous, elles sont à la hauteur, ces annonces ? Honnêtement, je trouve qu'il a bien défendu l'État et c'est une demande de nos compatriotes. La manifestation dans l'unité du 11 janvier, c'était aussi la réprobation de l'assassinat, mais aussi elle a exprimé une confiance et vouloir avoir confiance dans l'État. Et manifestement, le Premier ministre a parlé de l'État dans des termes qui sont très pertinents. David. Et j'ajoute, deuxième point, puisque nous sommes un public Sénat, il a parlé du Parlement. C'est-à-dire qu'il défend l'État et il propose au Parlement de prendre sa part de responsabilité et cela me convient parfaitement. David Assouline, est-ce que ces mesures, et Gérard Longuet parlait de ce 11 janvier, est-ce que ces mesures sont à la hauteur des attentes des Français selon vous? C'est la réponse adéquate? Moi, ce qui me frappe dans ce qui a été annoncé, la façon dont il l'a fait, c'est qu'il décrit une situation où on a changé d'échelle dans la menace. Et on change d'échelle dans la façon dont l'État veut riposter. Dans tous les domaines, 2680 emplois supplémentaires, ciblés, précis, pas en soi pour faire chiffre, mais notamment le domaine du renseignement, le domaine des spécialistes, de l'analyse. Mais aussi, le changement d'échelle, ce qui me frappe, c'est la réponse globale. On ne néglige pas, au contraire, tout ce qui est sécuritaire, mais aussi tout ce qui est juridictionnel, tout ce qui est prévention, et aussi demain sera annoncé les mesures en termes d'éducation, peut-être dès cet après-midi par le président de la République, quelques lignes. Et donc le global et le changement d'échelle sont à la mesure de ce qui a été proposé. Je crois que c'était fort, et je pense que c'est susceptible de recevoir l'adhésion de l'ensemble des forces politiques républicaines. Je ne crois pas qu'il y aura de la polémique. On peut chercher sur quelques symboles pour faire comme avant, c'est-à-dire un peu de polémique. Mais je pense que sur l'essentiel, et les propos de M. Longuet le prouvent, il y aura un soutien fort. C'est à la hauteur. Manuel Valls a commencé son discours, David Assouline, en listant tout ce qui avait été fait par le gouvernement depuis 2012, la réforme du renseignement intérieur, 2 projets de loi antiterroristes, un plan de lutte contre le djihadisme. Tout ça, c'était déjà en place. Et pourtant, ça n'a pas empêché les attentats, malheureusement, d'avoir lieu. En quoi ces nouvelles mesures empêcheront de nouveaux attentats? Ça a été dit par M. Jean-Bart, il n'y a pas de risque zéro. Et on voit bien la façon dont le terrorisme mute, l'ensemble des fractures de la société dans lesquelles il peut s'insérer. Et donc, ce n'est pas parce que ce qui a été fait était insuffisant. D'autant que ce qui a été fait a permis quand même une efficacité dans la réponse de l'État. Parce que la collaboration entre les services, grâce à la réforme, a permis d'aller très vite. En 48 heures, les terroristes ont été non seulement reconnus, mais mis hors d'état de nuire. Les enquêtes se poursuivent avec succès. On a vu comment, dans les interventions dangereuses, mais au possible, à Port-de-Vincennes, nos forces de l'ordre ont été courageuses et efficaces. Donc, il ne faut pas dire que, en fait, il n'y avait pas grand-chose et que... Aujourd'hui, non. Manuel Valls a insisté sur le fait que c'est dans la continuité, mais on change d'échelle. Et la continuité, c'est aussi
éviter les fractures dans le débat public sur la question de l'état de droit. Il faut riposter très fort, avec détermination, toujours dans l'état de droit, parce que c'est cela aussi que les terroristes ont défié. Ils défient les démocraties, ils lui tendent un piège. Et pour l'instant, c'est bien fait, et j'ai apprécié le fait que sur la question qui peut susciter débat, l'indignité nationale, bon, je ne sais pas si la menace de l'indignité nationale aurait dissuadé les frères Kouachi ou Monsieur Koulibaly de commettre leur lâche d'assassinat. Donc il faut attention à faire en sorte que les débats aient lieu sur l'utile, l'efficace, et pas sur le gadget uniquement pour faire débat. On va reparler de l'unité nationale. On va rentrer maintenant dans le détail des mesures annoncées par Manuel Valls. Denis, la principale mesure, la première mesure annoncée par Manuel Valls, c'est le renforcement des moyens humains et techniques des services de renseignement. Oui, ça me paraît nécessaire. Comme dans toutes les questions, sur tous les sujets, la première chose qu'on doit avoir, c'est l'information. L'information, elle est à la base de tout, pas simplement sur les questions de terrorisme et d'économie, d'entreprise, etc. Donc, je crois que c'est la première des mesures à prendre, c'est-à-dire améliorer les moyens d'information, d'investigation, d'enquête. Après, il y a quand même une articulation qui apparaît dans le plan de Manuel Valls, c'est-à-dire comment les utiliser derrière. Et il ne suffit pas d'avoir l'information, il faut savoir après la traiter et s'en servir utilement. Regardez, la NSA écoute la terre entière. Après tout, on se rend compte que peut-être ils auraient pu prévenir le 11 septembre, mais dans la masse des informations qu'ils ont reçues, ils n'ont pas réussi à tout trier. Donc, c'est toute une chaîne qu'il faut traiter. Et là, quand même, on a le sentiment, en effet, quand je disais c'est un plan à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il essaie de prendre la totalité du sujet. Après, sa mise en œuvre devra être efficace. Gérard Longuet, ce renforcement des moyens humains des services de renseignement, c'était la priorité ? Oui, en fait, ce qui est important, c'est d'assurer la coordination, ce que dit Denis Jeanbart, entre la société numérique, qui permet d'avoir sur chacun d'entre nous, et on s'en plaint parfois, des informations innombrables qui peuvent vous suivre à tout moment, depuis les péages d'autoroute jusqu'au règlement par carte bancaire, en passant par la fréquentation que vous pouvez avoir d'une galerie commerciale. Donc, toutes les informations existent, et l'idée d'améliorer sur le plan législatif la capacité d'utiliser ces informations numériques est totalement pertinente. Ensuite, il faut faire de l'analyse. Et le renforcement des moyens humains est indispensable pour l'analyse, à condition d'avoir des gens de qualité. Parce qu'il y a une formule justement d'un Américain qui disait « Nous avions tous sur la table et on ne comprenait pas ». L'information numérique, c'est aussi un puzzle immense, et il faut essayer de retrouver les connexions pour savoir. Regardez d'ailleurs, lorsqu'il y a eu ce drame de Montrouge, on s'est posé la question, est-ce que ça a quelque chose à voir ou pas? Je l'ai vécu dans l'affaire de Mohamed Merah. Nous avons eu un malheureux sergent-chef de parachutistes tué à Toulouse, et 3 jours après, 3 autres soldats qui ont été abattus. Et on n'a pas voulu faire le lien, ou on n'a pas fait le lien aussi rapidement, et si nous avions fait le lien plus rapidement, peut-être les choses auraient-elles changé. Donc, les informations existent, l'analyse demande des gens compétents. Et en particulier, pardonnez-moi, le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que s'il y a quelque chose de fort dans ce terrorisme, c'est son caractère mondial. Pas forcément dans les liens, mais dans la tête du terroriste, il se sent engagé dans un combat mondial, et il peut avoir des réactions qui, sans être télécommandées par Al-Qaïda, Yémen ou Aqmi ou Daesh, correspondent à l'idée qu'il a de participer à cette affaire mondiale. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça demande le lien, et vraiment j'insiste, entre DGSE et puis Service intérieur de renseignement. C'est ça qu'il faut améliorer, David Assouline, une meilleure coordination entre les services. Oui, les deux aspects, je pense que et d'ailleurs, il faudra préciser et encore inventer la façon de traiter le flux d'informations. On le vit dans nos vies quotidiennes. Il y a les chaînes d'infos continues, c'est beaucoup d'infos. Quand on est sur Twitter, on en a. Et comment soi-même, pour se considérer bien informé, on fait le tri, on hiérarchise, on analyse, on va à l'essentiel. D'ailleurs, dans les écoles, il faudrait qu'il y ait beaucoup de faits pour que les enfants apprennent à
décrypter les médias et ces flux d'informations, ce qui n'est pas fait suffisamment, et ça éviterait les théories complotistes et leur succès, etc., parce que ça permettrait de former les citoyens. Donc, dans le domaine du renseignement, c'est déjà ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, la capacité à obtenir énormément d'informations est là, mais la capacité d'analyse, de dire que là est le danger, que là est la possible le possible acte terroriste, ce sont des spécialistes, ce sont des linguistes, on en a entendu parler, mais c'est important. Très longtemps, ils ont joué sur le fait qu'on comprenait pas tellement bien leur langue et en jouer, etc. Donc, c'est pas des emplois comme ça, ce sont des emplois de grands spécialistes et de gens très formés. Et puis la coordination. Parce que, aussi, dans ce flux d'informations, eh bien, chacun avait ses informations. Et donc, le fait de pouvoir mettre ça en commun et de rationaliser est absolument essentiel. Et je crois que c'est là-dessus, peut-être, qu'il y a le plus d'efforts à faire. Et j'insiste sur le fait que ça ne va pas donner des résultats immédiats. Parce que s'il s'agit de gens très formés, et formés à l'actualité et aux mutations technologiques d'aujourd'hui, eh bien, il faut les former. Il y a deux points qui me paraissent sensibles, au-delà de l'articulation renseignement extérieur, renseignement intérieur. Il y a deux points qui me paraissent sensibles dans le programme du Premier ministre. C'est la prison. Et il faut être certain que l'ensemble du système pénitentiaire ait l'intention de jouer le jeu et comprenne la dimension nouvelle. Je pense en particulier à l'isolement, qui a souvent été demandé et qui a souvent été récusé. L'isolement, pas demandé par les détenus, demandé par des services de police et récusé parce que c'est pas la tradition, parce qu'ils ne le demandent pas, parce qu'ils ne l'acceptent pas. Il y a l'éloignement, il y a la dispersion. Les prisons françaises sont surpeuplées, certes, pas toutes. Celles qui sont en région parisienne, en région marseillaise, explosent, mais ce ne sont pas les seules. Et puis vous avez un dernier problème technique. Mais il a annoncé des avancées sur ce point. Oui, tant mieux. Je dis simplement que c'est un point sensible parce que dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée, vous avez une chaîne de commandement qui fonctionne assez bien. Dans le système pénitentiaire, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, dernier point, les polices municipales. Je ne suis pas très compétent sur le sujet. Il y a d'ailleurs une réflexion qui est conduite actuellement. C'est très difficile. Est-ce que les policiers municipaux, jusqu'où peuvent-ils aller, sachant qu'ils sont définis comme des cibles, apparemment, puisque cette malheureuse policière municipale stagiaire de Montrouge était une policière municipale. Mais pour le terroriste, c'est l'État, c'est la puissance publique, et ça devient un symbole, et donc une cible. Il faut se poser la question, je ne suis pas capable de le trancher à cet instant. Oui, sur le renseignement territorial, en effet, ça exige des gens de haute qualification qui comprennent notamment les langues. Et par exemple, ne pas se priver d'aller écouter un certain nombre de prêches, qu'est-il dit dans un certain nombre de mosquées dont on sait qu'elles sont plus ou moins inspirées par des thèses wahhabistes, etc. Et donc, je pense que ça fait partie du dispositif renseignement territorial, mais là aussi, Absolument. Il va falloir un personnel le renseignement culturel. Et... La température culturelle, c'est important. C'est vrai dans tous les milieux. Les RG, quand j'étais sous-préfet, le faisaient maintenant. Oui. Des historiens, des spécialistes. À l'époque, ils allaient dans les réunions des partis politiques. Absolument. Bon, sur la prison, je pense que c'est aussi important ce qui a été proposé et souligné par Manuel Valls, parce que il y a toutes les questions sécuritaires, isolement, pas isolement, comment, bon, mais il y a la radicalisation qui se fait en prison. J'écoutais un témoignage d'un ancien jeune délinquant qui disait quand on avait besoin de spiritualité, on se tournait vers l'imam officiel, on va dire. Il nous apportait pas grand-chose, il nous semblait peu formé, il nous semblait peu en capacité de répondre à nos demandes. Et derrière, il y a des islamistes aguerris, très formés, qui faisaient illusion. Et donc, il faut absolument... Il n'y a pas de clergé musulman. Oui, mais bon, là, il est proposé une formation et une augmentation déjà de moyens, parce que de toute façon, même imam pas formé, il n'y en avait pas beaucoup. Et je pense qu'il faut encore réfléchir de façon plus approfondie à cette question dans le cadre d'une organisation de l'islam de France globale, bien entendu.
Et Manuel Valls a annoncé le fait que Bernard Cazeneuve engage cette réflexion et va avancer sur ce dossier. Je trouve ça formidable, ça va être très compliqué. Parce qu'il y a une idée, pardonnez-moi, une idée qu'il faut retenir. Être laïque, c'est très facile quand on a, indépendamment de toute conviction religieuse, une culture chrétienne. C'est facile parce que depuis 2000 ans, on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas tout à fait la conception. Depuis 2000 ans, il y a eu d'autres époques. Oui, non. La laïcité, il y a eu l'inquisition, c'était il y a 5 siècles oui, seulement. La laïcité est une longue marche. Il y avait les deux corps du roi. Et je connais trop l'histoire de mon pays. C'est d'abord celle de la République. Je connais trop l'histoire de mon pays pour ne pas savoir que la laïcité est une longue marche. Mais la laïcité... C'est plus lié à la République qu'au christianisme. Les deux. Et il y a eu des efforts considérables des chrétiens au 19e siècle. Non, mais il n'est pas étonnant qu'elle se soit épanouie en France. Voilà, il n'est pas étonnant qu'elle se soit épanouie en France entre une croyance, au fond, et puis cette tradition modernienne. Ce n'est pas tout à fait le cas pour l'islam. Et là, il y a un vrai problème culturel, c'est qu'il faut essayer d'expliquer que la religion, c'est un choix individuel. Ce n'est pas la tradition, c'est tout, de l'islam. Voilà, donc Manuel Valls qui a annoncé effectivement des propositions de Bernard Cazeneuve sur les grands défis que doit relever l'islam de France et qui a également dit qu'il fallait une politique de citoyenneté et de réaffirmation de la laïcité. Alors il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est une proposition de l'UMP sur l'indignité nationale. Alors Manuel Valls vous a tendu la main, Gérard Longuet, clairement. Il a tendu la main au Parlement, il a eu raison. Voilà. Et je vais vous Donc, répondre sur l'indignité nationale. Il ne fallait pas se précipiter sur cette question de principe et qu'il allait engager une réflexion à l'Assemblée nationale et au Sénat dans un délai de 6 semaines. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse? Je vais vous dire oui, pour la raison suivante. C'est que, qu'on le veuille ou non, et je viens de dire des choses qui pourraient penser le contraire, nous sommes tous citoyens français, quelle que soit notre origine. Bon. Sauf que selon nos origines, on n'a pas forcément à l'intérieur de son crâne, de son cerveau, exactement les mêmes réflexes et les mêmes histoires. Mais nous sommes responsables de tous nos citoyens, ou alors il ne faut pas donner la nationalité. Et quand vous avez quelqu'un qui a une double nationalité, on peut faire la déchéance, c'est ce que Valls a demandé, on verra bien ce que le Conseil constitutionnel nous dira. Mais quand nous avons quelqu'un qui n'a qu'une citoyenneté, ce n'est pas de son choix, il est né chez nous. Bon, il ne l'a pas choisi, ses parents ont fait le choix, ou ses grands-parents ont fait le choix pour lui, il y a longtemps, et il est né chez nous. Il ne se sent pas français comme un Auvergnat peut se sentir français. C'est notre problème à nous, républicains. On ne peut pas extraire, on ne peut pas rayer d'un trait de plume en disant bah, « Mon vieux, désolé, tu n'es pas Auvergnat depuis les croisades, alors tant pis pour toi ». On est obligé de prendre en charge. Et l'indignité me pose un vrai problème. À première vue, je n'étais pas contre. Et puis maintenant, ça me pose un problème parce que c'est un peu une solution de facilité que de donner la citoyenneté et de la retirer parce que ça n'a pas marché. L'indignité, c'est pas retirer. Il faut. Non, mais l'indignité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de droit civique, on ne vote plus, on n'a pas de droit civil. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'existence. On devient un paria dans cette On devient un paria, on n'a pas de compte, on peut pas travailler. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous êtes favorable à cette mesure, vous, David Assouline? A priori, non, mais je veux participer à la réflexion telle qu'elle aura lieu, tant du point de vue du droit lui-même que des principes généraux. Parce que je crois qu'il y a une attente et une pression forte des Français à travers leur mobilisation le 11 janvier pour que on ne s'égare pas dans des fausses polémiques uniquement pour agiter la sphère médiatique. Qu'on soit efficace. Mais oui, on nous demande de l'efficacité. Les Français veulent être assurés. Et donc, très franchement, le retrait de la nationalité pour ceux qui ont la double nationalité, c'est prévu dans la loi aujourd'hui. Donc, bien, faisons-le tant que de besoin. Et je n'y vois pas de problème de principe. On ne peut pas rendre rapatriés des gens, c'est contraire aux conventions internationales et donc que nous avons signées. Donc, bon. Ensuite, il y a la question de l'indignité, qui est encore autre chose. Je ne pense pas que c'est dissuasif. Donc, j'ai envie de dire pourquoi perdre autant de temps sur quelque chose qui ne montre pas d'efficacité, qui en plus sur le plan des principes est un vrai sujet, et il n'y aura pas de consensus.
regardez, déjà ici, Monsieur Longuet Moi, j'ai envie n'est de pas trop réfléchir. pour. Moi, je dis, je vais réfléchir, mais je suis plutôt pas pour. Bon, donc, franchement, l'essentiel, renforçons les moyens, l'éducation, si on doit être sur le fond des choses, la profondeur. La question de des choses. l'efficacité est essentielle. Bon, le symbole, comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre, peut valoir quelque chose en l'occurrence. Il y a d'autres symboles, rassure les autres. Mais on peut en donner, en effet. En savez, la Il y a des symboles rassure les positifs. non-délinquants. Des symboles positifs. Il y a notamment, en termes ne me choque pas le débat sur la Marseillaise, sur se lever quand le prof rend, des choses. Bon, tout un tas de choses comme ça qui ont une efficacité derrière le symbole. Gérard Longuet, Manuel Valls a annoncé une loi sur le renseignement qui sera examinée au Parlement en mars. Est-ce que vous la voterez, cette loi? J'ai voté la loi précédente. Il y a, si le débat de la commission des lois est concluant, on la votera aussi. Il n'y a pas. On sent bien que sur ce genre de sujet, d'ailleurs, c'est une tradition française, il n'y a pas de clivage systématique et absolu. En revanche, je vais faire peut-être un grief à Manuel Valls, qui est un homme qui est apparu comme rigoureux et désireux de travailler avec le Parlement, c'est-à-dire de travailler avec la France tout entière. Le Parlement, c'est la France tout entière. Il n'aurait pas dû utiliser le mot apartheid. Pourquoi? Parce que même s'il y a une réalité, l'apartheid est une politique et donne le sentiment que la ségrégation est voulue par certains. Or, la ségrégation n'a jamais été voulue par des pouvoirs politiques, ni par le gouvernement, ni par les préfets, ni même par les maires. C'est une évolution qui a 1000 raisons. En tous les cas, ce n'est pas voulu. Et je vous rappelle que l'immigration, ce n'est pas le STO non plus. C'est un choix des gens qui ont choisi la France pour venir. Il faut quand même le savoir et s'en souvenir. Très rapidement, David Assouline, c'était une erreur de Manuel Valls? Vous savez, dans le langage politique, il y a des images. L'apartheid représente quelque chose de façon forte. C'est une institution, c'est pas seulement une politique. C'est l'organisation juridique, même d'une société. Oui, c'était voulu. Ce qui n'est pas l'organisation juridique de la France, qui est une république avec l'égalité des droits dans le droit. Et donc, ce qu'il a voulu dire, c'était que c'était forcer le trait d'une situation de relégation, comme quand on parle d'égalité, l'égalité réelle n'est pas tout le temps là. On est d'accord. On a une égalité de droit en France, l'égalité réelle, on en est loin. Mais il a voulu souligner ça. Maintenant, on passe à autre chose, parce que très franchement, s'il y a quelque chose que l'on ne peut pas reprocher à Manuel Valls, c'est d'user ou d'abuser de ces facilités de ça manifeste surtout sa volonté de nommer les choses. Oui, d'être. C'est ce qu'il essaie de faire. De dire, il y a un problème là, il faut arrêter de le masquer. Il faut nommer, il ne faut pas culpabiliser ceux qui ne sont pas. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour commenter ces annonces de Manuel Valls, ces nouvelles mesures antiterroristes. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.